Espagne, peut-être un coup d'État, des terroristes ont envahi le Parlement. Relation Est-Ouest, Brejnev propose à Reagan une rencontre au sommet. Rambouillet, Conseil des ministres extraordinaire pour des mesures sociales prioritaires. Édition spéciale du journal, l'Algérie. Bonsoir, Patrick Poivre d'Arvor. Une partie de la rédaction d'Antenne 2 se trouve effectivement en Algérie et s'apprête à vous présenter ce journal d'Alger. Mais avant de les rejoindre, une nouvelle qui nous est parvenue tout à l'heure de Madrid. Un commando armé a surgi à la Chambre des députés et a demandé à tous les parlementaires de se mettre à terre. Des coups de feu ont été tirés. Les assaillants portent l'uniforme de policiers. À votre avis, Bernard Benyamin, s'agit-il de vrais policiers? Oui, c'est très difficile de répondre à votre question, mais il semble bien, je dis bien, il semble bien que ce groupe d'hommes qui a fait donc irruption cet après-midi au Cortés soit vraiment des membres de la garde civile. Toujours est-il que les assaillants, donc, ont pointé leurs armes vers le président de la Chambre et ont crié « tout le monde à terre ». Immédiatement, on a entendu plusieurs coups de feu. Certains militaires ont alors enjoint aux députés de se jeter à terre, tandis que d'autres leur commandaient de rester assis, mais de poser leurs mains tranquillement sur les pupitres. La plupart des députés choisissaient de se jeter à terre, tandis que les membres du gouvernement sortant, et M. Calvo Sotelo lui-même, qui occupait la première rangée des fauteuils, restaient à leur place. En tout cas, selon une écoute de la radio de la police espagnole, plusieurs membres du gouvernement auraient été blessés dans la fusillade. La garde civile qui occupe l'hémicycle, que l'on voit actuellement sur ces images, des images qui ont été filmées la semaine dernière. Donc la garde civile qui occupe l'hémicycle a obligé les députés à maintenir leurs mains derrière la nuque et à ne pas quitter leur place. Quelques minutes plus tard, tous les abords du Parlement étaient bouclés par la garde civile qui interdisait même, et cela c'est très important, qui interdisait l'accès des Cortés à la police espagnole. Les radios espagnoles diffusaient aussitôt un programme de musique classique, tandis que Madrid était placé en état d'alerte. Actuellement, le coup de force se poursuit et l'on attend d'un moment à l'autre un communiqué de l'armée espagnole. Merci Bernard, restez avec nous pour d'autres précisions. Bruno Albin, vous rentrez à l'instant même de Madrid. Alors ce coup de force coïncide avec une grève des policiers aujourd'hui, des policiers qui protestent contre l'image qu'ils ont dans l'opinion. C'est-à-dire qu'il y a une grève du zèle déjà au Pays Basque. Vous savez qu'il y a eu cette affaire, en remontant à la semaine dernière, de la mort d'un présumé membre de l'ETA dans une prison à Madrid, torturé, dit-on, par la police espagnole. Là-dessus, pour protester contre le fait que l'on salit l'image de marque de la police, démission en chaîne dans la police, le gouvernement, semble-t-il, avait réussi à stopper cette vague de démissions et tout le monde pensait que les choses petit à petit rentraient dans l'ordre. C'est un petit peu très souvent ce qui se passe en Espagne. On assiste à des surcroît de tension et puis brusquement la situation se redétend d'une façon tout à fait naturelle. Alors moi je vais vous dire une chose, je rentre à l'instant de Madrid, je voudrais vous montrer ce journal. Il n'est question que du señor candidato, c'est-à-dire de monsieur Calvo Sotelo qui devait à l'instant obtenir le vote d'investiture. La situation était d'un calme parfait cet après-midi. Alors devinez ce qui se passe, savoir si, comme vous le disiez tout à l'heure, il s'agit de véritables membres de la garde civile ou de commandos basques, parce que les commandos basques ont déjà utilisé des uniformes de la garde civile pour mener leur coup de main. Pour l'instant, il est impossible de le dire. Je vous remercie Bruno Albin et Bernard Benyamin. Vous restez avec nous. Nous aurons bien sûr d'autres précisions au cours de ce journal qui sera, vous l'imaginez, un peu bouleversé. Mais retrouvons Patrick Poivre d'Arvor qui a enregistré cet après-midi à Alger une émission spéciale sur l'Algérie d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le journal d'Antenne 2 s'est aujourd'hui déplacé en Algérie. Tout comme à 12h45, nous allons essayer de mieux vous faire connaître un pays dont le nom revient de plus en plus souvent dans les bulletins d'information. Récemment, vous le savez, il y a eu le rôle éminent joué par Alger dans la libération des otages américains. Un rôle reconnu par toute la communauté internationale et qui dit assez la place et la voix qu'a trouvé l'Algérie dans le concert des nations. Une position charnière, parfois de modérateur, parfois aussi d'accélérateur. Mais l'Algérie, c'est aussi, bien évidemment, pour les Français, un contexte chargé d'une forte affectivité. Nombre d'entre vous avaient vécu là-bas. Vous vous souvenez donc de cette dernière image d'Alger que l'on voit quand on quitte par le port, c'est-à-dire l'amirauté, là où nous sommes. Et vous revivrez sans doute avec émotion l'histoire des derniers pieds noirs. Restés ici, ils ne sont que quelque peu. Vous avez envie de savoir comment 20 ans après, les Algériens jugent la France. Pour nous, en tout cas, il est intéressant de voir à quoi correspond ce léger réchauffement constaté entre Paris et Alger.
et quelles vont en être les conséquences, par exemple, sur l'approvisionnement en pétrole et en gaz. Le tout sous la neige, car il neige en ce moment à Alger. Enfin, il faut que vous sachiez ce qu'est l'explosion démographique de ce pays, ce que sont ses atouts et ses difficultés économiques, ce que politiquement représente le changement d'équipe au pouvoir, puisque le président Chadli a, je vous le rappelle, succédé à Ouari Boumedienne. Nous le ferons fidèles à notre méthode, c'est-à-dire sans complaisance, mais également sans a priori. Il y a eu des difficultés que nous ne cachons pas, qu'ont rencontré Gérard Sebag et Adolphe Drey, ainsi que toutes nos équipes dans l'accomplissement de ces reportages. Mais je crois que leur travail est très significatif. Nous le retrouvons dans un petit quart d'heure, tout de suite après les informations de Paris. Alors la principale information, vous la connaissez, un coup de force s'est produit à Madrid, un commando armé a surgi au Parlement de Madrid. Nous aurons bien sûr des précisions au cours de ce journal. Ronald Reagan ne semble pas pressé de rencontrer Léonid Brejnev. Voilà le sens de la réponse de Washington au numéro 1 soviétique qui souhaite la reprise du dialogue au sommet. Léonid Brejnev a fait cette proposition ce matin à Moscou devant les représentants de 110 délégations communistes étrangères. Ce 26e congrès du Parti communiste soviétique a permis à son chef de faire comme d'habitude un discours fleuve. Il a parlé pendant près de 4 heures et adressé une véritable fresque sur l'état de son pays et sur l'état du monde. Notre envoyé spécial Michel Meyer l'a écouté. Moscou métamorphosé par une toilette très soignée, partout des slogans à la gloire du socialisme, l'image omniprésente des pères de la Révolution. Un congrès du PC soviétique, c'est vraiment l'occasion d'une mise en scène grandiose. Ici, et par rapport à ce 26e congrès, l'ambiance est pourtant à la routine, beaucoup plus qu'à l'innovation. Continuité est ici synonyme de permanence. Au Kremlin donc, comme sur les effigies des rues, eh bien, le leader incontesté, c'est Léonid Brejnev. Il est le leader incontesté d'une équipe dirigeante dont la relève reste ici un thème tabou. Brejnev succède donc à Brejnev. Et c'est en figure de proue incontestée de la ligne politique soviétique que le secrétaire général du Parti communiste a été ovationné ce matin. C'est dire que le fond et la forme de son discours méritent d'être analysés avec un soin d'exégèse. Face aux 5000 délégués de son parti, Léonid Brejnev a donné l'impression d'un homme assez limité physiquement, mais en meilleure forme qu'il y a 1 an, 2 ans. Dans son texte, des phrases rituelles sur l'irrésistible avance du socialisme, le déclin du capitalisme et quelques coups de patte à l'adresse des adversaires de la détente. Une surprise, l'essentiel des 4 heures du discours a pourtant été lu à la télévision par un speaker, comme si on avait voulu alléger l'exhibition de Léonid Brejnev. Dans la bouche du speaker ou de Léonid Brejnev, il reste les signes, les indices d'une volonté sensible d'ouverture sur plusieurs dossiers chauds des relations Est-Ouest, avec dans l'ordre des propositions de négociations à peine voilées sur des armements stratégiques, malgré la non-ratification de Sol 2 par les Américains, des signes de même nature en ce qui concerne le gel de l'installation en Europe de l'Ouest et de l'Est de fusées moyenne portée, et enfin une offre de discussion devant aboutir à un accord international relatif à la situation dans le Golfe Persique. Et si, entre deux vive la paix et vive le communisme, on veut aussi noter que Léonid Brejnev a implicitement proposé une rencontre à Reagan en faisant l'éloge des sommets entre hommes d'État, on peut considérer qu'il y a ici, et au moins face au monde extérieur, une certaine volonté d'apaisement, cela malgré une position soviétique qui, sur la question cruciale de l'Afghanistan, n'a pas bougé d'un millimètre. Léonid Brejnev s'est également adressé à ses compatriotes. Il leur a promis d'élever leur niveau de vie. Il a également reproché aux syndicats soviétiques de manquer d'initiative. Il ne leur a pas demandé pour autant d'imiter Lech Walesa et ses camarades. Il s'est enfin félicité de ses relations avec Valéry Giscard d'Estaing. Elles permettent, malgré certains désaccords, a-t-il dit, de favoriser la détente. À son avis, seul le dialogue peut résoudre les problèmes. C'est aussi, vous le savez, la position de la France. Paris estime que le seul moyen d'éviter la reprise de la guerre froide est de continuer à discuter. C'est ce que Jean-François Poncet a dit à son collègue américain, le général Haig. Le reportage de notre envoyé spécial à Washington, Paul Naon. Après la Maison-Blanche, il fallait que le vent du changement touche aussi le vieux ministère des Affaires étrangères américain.
Fini la diplomatie feutrée, les propos musclés sont désormais de rigueur. C'était donc ici le premier contact officiel entre les Français et la nouvelle équipe au pouvoir. Jean-François Poncet a rencontré le véritable responsable de la diplomatie américaine, le général Haig. Les deux hommes ont eu aujourd'hui plusieurs heures d'entretien, c'est inhabituel, mais cela confirme de part et d'autre la volonté de repartir sur un nouveau pied et si possible d'égalité. On connaît encore mal les véritables desseins de la politique étrangère américaine, les grandes lignes seulement, plus de fermeté et tenter de stopper l'expansionnisme soviétique. Vis-à-vis des Européens, la nouvelle administration a déjà manifesté son désir de collaboration active et de consultation. Et puis cette visite de Jean-François Poncet survient au moment précis où le numéro 1 soviétique, Léonid Brejnev, a lancé cette proposition de rencontre au sommet avec Ronald Reagan. Mais pour l'instant, la position américaine est claire, à savoir pas question de négocier directement ou indirectement avec les soviétiques tant qu'ils ne respecteront pas la règle du jeu international. Donc la Maison-Blanche va s'efforcer dans l'immédiat de ne pas répondre favorablement à cette proposition. Si, de la part des Européens et des Français notamment, l'administration Reagan bénéficie toujours d'un préjugé tout à fait favorable, c'est en période de crise et seulement en période de crise que l'on pourra juger véritablement des intentions et de part et d'autre. Et cette crise pourrait survenir très vite à propos du Salvador. D'ailleurs, cet après-midi, le général Haig a redonné à Jean-François Poncet les preuves des ingérences soviétiques et cubaines dans ce pays. Le ministre français des Affaires étrangères a condamné. Et hier, dans l'après-midi, un très proche collaborateur de Ronald Reagan a évoqué la possibilité d'un blocus de l'île de Cuba au cas où la situation se dégraderait dans la région. Le général Haig est donc le personnage central du gouvernement américain. Ce n'est pas un inconnu pour les Européens. Alexander Haig est un militaire, une fulgurante ascension politique et diplomatique qu'il doit à deux hommes, Richard Nixon et Henry Kissinger. Secrétaire général de la Maison-Blanche pendant les derniers soubresauts du Watergate, ce qui lui vaut de passer il y a 2 mois, tout juste avant sa nomination, devant une commission d'enquête qui le blanchit. En 1974, le président Ford le nomme commandant suprême des forces de l'OTAN, où il sera particulièrement apprécié, notamment par les Européens. Ce soir, pendant l'émission Cartes sur table, avec Jean-François Poncet, c'est aussi le général Haig qui s'exprimera sur l'Union soviétique, la proposition de rencontre au sommet de Léonid Brejnev, les Européens, le Moyen-Orient et l'Amérique centrale. Le général Haig qui est très vite devenu, ici, le bras droit de Ronald Reagan. Vous avez noté le rendez-vous tout à l'heure à 20h35, Cartes sur table, avec le général Haig et Jean-François Poncet. En France, Conseil des ministres extraordinaire ce matin à Rambouillet. Cette réunion exceptionnelle, suivie d'un déjeuner, a permis au gouvernement d'adopter 15 mesures et 4 décrets. Commentaire du chef de l'État, l'ensemble des actions prioritaires engagées par le gouvernement a été achevé et tout ce qui a été promis a été tenu. Ces actions ne s'exerceront au détriment ni du budget ni de la monnaie. L'une de ces mesures intéresse les cadres. Le gouvernement a mis au point un pacte destiné à favoriser leur embauche. Jacques Merlino résume les 3 points essentiels de ce pacte. Premier point, prévenir les licenciements. Cela passera notamment par la possibilité pour un cadre dont l'emploi est menacé de travailler à temps partiel, afin bien sûr de suivre une formation de recyclage et de pouvoir ainsi réorienter sa carrière. Second point, faciliter l'embauche. L'État supportera la moitié des charges sociales payées par les employeurs pour les cadres de plus de 45 ans qu'ils auront recrutés. Cela représente par exemple une contribution de 13 600 francs par an pour un salarié qui gagne 8 000 francs par mois. Autre mesure, la création de 300 stages de formation d'entreprise, là aussi avec une aide de l'État, et l'ouverture d'un système de bourse pour les cadres chômeurs voulant se reconvertir ou améliorer leur formation. Dans ce cas, la bourse s'ajoutera aux indemnités de chômage. Enfin, dernier point, améliorer le fonctionnement du marché de l'emploi. Cela sera fait par des contacts plus étroits entre l'ANPE, l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, et les entreprises, avec notamment des rencontres au niveau départemental. Ces mesures, dans leur ensemble, vont coûter de 70 à 80 millions de francs à l'État. Elles devraient permettre le placement de 4 à 6 000 cadres sur les 60 000 qui pointent à l'ANPE. Une autre mesure a été prise en faveur des instituteurs. Le traitement des instituteurs qui enseigneront à partir de l'année prochaine sera revalorisé et en fin de carrière, leurs indices seront plus élevés qu'actuellement. Cette décision ne satisfait pas le syndicat national des instituteurs qui maintient son mot d'ordre de grève pour le 9 mars. Le Parti socialiste est également critique. Laurent Fabius a présenté aujourd'hui ce qu'il appelle un bilan vérité face au bilan publicitaire de l'Élysée et a affirmé que les promesses sur l'emploi et l'inflation n'ont pas été tenues.
Ouverture aujourd'hui à Bruxelles de la réunion des ministres européens de l'agriculture. Leur intention, fixer comme chaque année les prix agricoles. Les débats seront difficiles, comme d'habitude, chaque pays défendant âprement ses paysans. Ce n'est pas un hasard si on parle de réunion marathon. C'est la raison pour laquelle il nous a paru utile d'ouvrir pour vous notre dictionnaire économique et de définir ces prix agricoles. Jean-Louis Calmejane joue le rôle de l'instituteur. Fixer les prix pour tous les produits agricoles européens, cela se fait une fois par an et tous les ans à la même époque, à l'occasion de ce que l'on appelle le marathon agricole. La Commission européenne, à l'instigation du commissaire chargé des questions agricoles, propose pour chaque produit une augmentation des prix pour l'année à venir. On en fait la moyenne, c'est le chiffre proposé par la Commission. Mais si la Commission propose, ce sont en fin de compte les ministres qui disposent, même si depuis peu, les députés européens ont leur mot à dire. Et bien souvent, le résultat final est supérieur aux propositions de la Commission. Ce qui fait la difficulté de telles discussions, c'est que chaque ministre essaye de défendre avant tout les intérêts des agriculteurs de son pays, qui ne sont pas forcément les intérêts des agriculteurs des 9 autres pays. La décision finale doit être prise, non pas à la majorité, mais à l'unanimité. Les ministres sont obligés d'aboutir à une fixation commune des prix agricoles. C'est l'élément de base de la politique agricole commune, et c'est aussi celui de toute l'Europe. Attention. Le Japon, nouvelle étape du voyage en Asie de Jean-Paul II. Le pape est arrivé cet après-midi à Tokyo. Pas de bain de foule comme aux Philippines, pas de drapeau, pas d'hymne national et un comité d'accueil réduit au strict minimum. Mais le souverain pontife n'a été ni surpris ni déçu qu'il s'y attendait. Moins d'un habitant sur 300 au Japon est catholique. Les chrétiens forment une minorité dans l'empire du soleil levant. Mais cela n'enlève rien à l'importance que le pape attache à cette visite. Je suis venu au Japon en pèlerin de la paix, porteur d'un message d'amitié et de respect, a-t-il dit. Jean-Paul II doit rencontrer l'empereur Hirohito et le Premier ministre japonais demain à Tokyo. Avant de retrouver Patrick Poivre d'Arvor en Algérie, un mot sur le temps qu'il fera demain en France, ou plutôt une question à Alain Gillot-Pétré. Fera-t-il aussi doux, si j'ose dire, qu'aujourd'hui? Bien, à l'ouest, oui, ailleurs, non. Mais vous avez raison, il faisait plutôt doux. Regardez les températures à 13 h cet après-midi sur les côtes atlantiques de la Méditerranée. Mon Dieu, je l'écarte, je vais me retirer, voilà. Sur l'Atlantique et la Méditerranée, des températures de 10 à 11 degrés. Regardons tout de suite la carte de prévision pour demain. Une zone de mauvais temps va scier la France en deux et donnera des averses de pluie, de neige de la Normandie au sud-est, avec des orages sur la Corse et de la pluie près de la Méditerranée. Ailleurs, c'est-à-dire au nord-est, un temps très frais et sec, mais ensoleillé. Ensoleillé aussi au sud-ouest. Je me tourne un petit peu pour que vous voyez bien. Des soleils donc et quelques nuages, et là, un temps plus doux. Les températures, cependant, pour demain seront très fraîches, notamment au nord-est et au nord du pays. Moins 6, moins 2, moins 7, moins 8 à Mulhouse même, et dégelé même l'après-midi à Lille. Voici pour le centre du pays maintenant. Très froid le matin, moins 6, moins 2, 0, moins 1, moins 3, et frais l'après-midi avec à Dijon encore des gelées. Enfin pour le sud, évidemment, nous descendons, il fera un petit peu plus doux. 0, 2, 5, mais ça n'est pas chaud. Et l'après-midi, aucune température au-dessus de 10 degrés. Demain, eh bien, ce sera la Saint-Modeste. Le soleil se lèvera, si je me souviens bien, à 7 h 44 et il se couchera à 18 h 25. Merci Alain. La principale information de ce journal, un coup de force s'est produit tout à l'heure à Madrid, au Parlement, où les députés s'apprêtaient à voter pour ou contre le Premier ministre. Avez-vous des précisions sur l'identité de ces hommes, Bernard Benyamin? Oui, en tout cas sur leur chef qui s'appelle le lieutenant-colonel Tejero. Il était connu pour ses opinions de droite, d'extrême droite. Il avait du reste été impliqué dans un complot militaire au mois de décembre 78 et libéré à la fin de l'année dernière. Ce que l'on doit dire également de très important, c'est que l'état d'alerte a été décrété dans tout le pays. C'est le ministère espagnol de l'Intérieur qui a demandé à tous les gouverneurs civils de province de décréter l'état d'alerte dans tout le pays donc. D'autre part, le général Milans del Bosch, qui commande la région militaire de Valence, a décrété, lui, l'état d'exception dans l'ensemble de la région placée sous son commandement, c'est-à-dire que le général Del Bosch a placé sous son autorité militaire tout le personnel civil de la région et instauré le couvre-feu. Toute réunion de plus de 2 personnes est interdite et le général Milans del Bosch est connu en Espagne pour ses opinions d'extrême droite. Alors Bruno Albin, il ne s'agit pas de terroristes déguisés en militaires, mais de vrais militaires. Connaissez-vous cet homme? Le général Milans del Bosch, tout le monde le connaît en Espagne, c'est effectivement l'un des purs et durs de l'ancien régime, si j'ose dire. Et cette nouvelle est vraiment très importante parce qu'il semble bien qu'il ne s'agisse plus seulement d'un coup de force d'un petit groupe de soldats
au Cortés, mais quand on voit qu'un général de son importance prendre des décisions aussi graves que celle de décréter l'état d'exception dans la région militaire de Valence, qui est une région militaire très très importante et qui couvre pratiquement la moitié de la façade méditerranéenne de l'Espagne, c'est quelque chose de très très sérieux. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que probablement il va falloir suivre très attentivement dans les heures qui suivent pour savoir comment va réagir le reste de l'armée. Parce que vous savez qu'en Espagne, le roi Juan Carlos a été jusqu'à présent l'homme, et reste d'ailleurs le chef militaire suprême en Espagne. C'est un homme qui a d'excellents rapports avec toute la hiérarchie militaire. C'est lui qui connaît intimement la plupart des généraux. Et il faut donc savoir si la majeure partie des soldats vont rester à ses côtés ou si au contraire ils suivront l'exemple donné par le général Del Bosch. Merci Bruno. Nous ferons bien sûr un nouveau point à la fin de ce journal sur ce coup de force qui s'est produit à Madrid, mais je vous propose de retrouver maintenant Patrick Poivre d'Arvor qui se trouve à Alger et qui a enregistré cet après-midi une émission spéciale sur l'Algérie d'aujourd'hui, les reportages de la rédaction d'Antenne 2 de Patrick Poivre d'Arvor. Retour donc en Alger sur la place Abdelkader avec un temps décidément bien changeant. Pour cette radiographie de l'Algérie de 1981 qui n'a que peu de rapport avec celle de 1962, année zéro de l'indépendance. Un exemple qui je pense vous frappera. 18 millions d'habitants aujourd'hui, soit plus du double par rapport à 1962. On en prévoit 35 millions en l'an 2000. À ce train, l'Algérie aura tôt fait de rattraper la France. Vous imaginez facilement les problèmes que pose cette démographie galopante, cette population extrêmement jeune, l'une des plus jeunes du monde, avec ses atouts, ses espoirs, ses difficultés aussi. Aucun d'entre eux n'a connu la France et les Français, comment les jugent-ils aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur apprend sur eux à l'école? Quels sont leurs rapports avec l'islam, avec la religion et d'une manière générale, où en est l'arabisation dont Abdelkader fut l'un des symboles? Eh bien, je crois que toutes ces réponses sont contenues dans le reportage de Philippe Rochaud et de Jean-François Renaud. Ils sont plus de 9 millions d'Algériens de moins de 20 ans qui se bousculent sur les bancs des écoles et des facultés. La poussée démographique, 500 000 naissances par an, saute aux yeux dans tout le pays, comme ici, au collège des frères Lamrani, en plein centre d'Alger. Personnellement, en tant qu'enseignante et durant la guerre de libération, j'ai toujours eu des classes dont l'effectif n'a pas été inférieur à 50 élèves. J'ai même connu en 1955 une classe de 75 élèves. En 1960, on ne comptait pourtant que 700 000 élèves en Algérie. Aujourd'hui, ils sont plus de 4 millions. Très bien. On réduit au même dénominateur. Alors, vas-y. Mais après 19 ans d'indépendance, plus de la moitié des cours sont encore donnés en français, comme cette leçon de mathématiques. L'arabe s'impose difficilement. Dans plus d'une famille, c'est encore le français qui domine, mais dans quelques années, tous les cours devront être donnés dans la langue nationale. On reçoit des élèves du primaire qui ont fait du français. Quand on recevra des élèves du primaire qui auront fait que de l'arabe, on sera amené à enseigner les mathématiques en arabe. Alors dans ce cas-là, je pense qu'on va s'occuper de nous pour nous recycler au moins. Une heure plus tard, ces mêmes élèves suivaient un cours d'histoire en arabe cette fois. Mais l'arabisation rencontre plus d'un obstacle. Manque de débouchés dans une administration qui fonctionne encore en grande partie en français, difficultés pour des élèves qui parlent souvent mieux français qu'arabe, hostilité face à une arabisation qui se fait souvent au mépris des langues populaires, comme le kabyle par exemple. Mais si nous avons tenu à filmer ce cours d'histoire de l'Algérie, c'est surtout pour voir ce que la nouvelle génération apprenait dans les livres. Ici, par exemple, la leçon est consacrée au putsch des généraux d'Alger. Il y a eu la révolution au début du peuple algérien, et puis les colons n'ont pas admis que le peuple algérien se révolte et ont peur qu'ils ne perdent leurs biens, leurs terres et tout. Ils se sont révoltés. Il y a eu l'armée française qui les a aidés, tels que Silane, Jacques Massieu, et
les grands généraux, quoi. C'était là où la révolution c'était vraiment déclaré. Ces Algériens de moins de 20 ans n'ont connu que l'Algérie indépendante. Mais leurs livres d'histoire et leurs familles sont là pour leur rappeler que la guerre a fait 1,5 million de morts. Au cimetière d'El Alia, ici même où repose le président Boumedienne, l'émir Abdelkader et les principaux chefs de la bataille d'Alger, une poignée de jeunes militants du parti, choisis par le gouvernement, ont été autorisés à répondre à nos questions sur les sentiments de la jeunesse algérienne vis-à-vis de la France. Entre les Français et les Algériens, c'est les relations entre êtres humains qui doivent s'instaurer. Et vous pensez qu'on n'en est pas encore arrivé à ce stade? Il suffit d'une bonne volonté. Il suffit d'une bonne volonté. Le principal souci de la jeunesse algérienne est encore de se forger une véritable identité nationale. Et pour cela, elle a trouvé une force, la religion. Cette prière est le seul visage de l'islam algérien que nous ayons été autorisés à filmer. Il faut pourtant savoir que la secte des frères musulmans prend de plus en plus d'ampleur dans le pays, surtout dans les universités, et que la jeunesse est attirée par la rigueur morale de ses adeptes. C'est pourquoi les seuls jeunes autorisés à répondre à nos questions ont été des militants du parti. Oui, vous savez, c'est un sujet qui a été longuement débattu lors de la charte nationale. Certains disaient que l'islam était contradictoire avec le socialisme. Ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il y ait une contradiction quelconque. Le socialisme, tout autant que l'islam, préconise l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme, l'égalité des droits, la justice, le bien-être social. L'attitude vis-à-vis de l'islam, la politique d'arabisation, les rapports avec la France, l'option socialiste du régime, autant de problèmes qui divisent aujourd'hui les nouvelles générations d'Algériens. Pourtant, s'il existe un seul point commun entre les 9 millions de moins de 20 ans, c'est bien la passion du football. Ils se retrouvent tous le vendredi après-midi sur les gradins des stades. Pour une bouchée de pain, ils oublient leurs problèmes, celui d'une jeunesse qui a du mal à se trouver une identité et qui souvent s'ennuie, mais représente la force d'énergie la plus puissante de la nouvelle Algérie. Ils seront 35 millions en l'an 2000. Oui, cette jeunesse qui grouille aujourd'hui dans les rues de Bab El Oued et particulièrement ici, sur cette fameuse place des Trois Horloges qui rappellera évidemment beaucoup de souvenirs à beaucoup de monde. Gérard Sebag, 20 ans après, il est temps justement de voir où en est la coopération Paris-Alger. Ça se réchauffe. Absolument, il y a une évolution très sensible ici en Algérie, il y a une volonté au niveau gouvernemental, mais également au niveau de l'individu, du citoyen, de renouer des relations normales avec la France. Et dans les relations économiques précisément, il y a des négociations qui sont en train de se dérouler à propos du gaz, contrairement aux négociations entre l'Algérie et les États-Unis qui ont été rompues dernièrement sans accord. Les négociations se poursuivent. Là aussi, pas de résultat concret pour l'instant, mais cette volonté d'arriver à trouver une solution. Bien, nous allons donc reparler de ce problème pied noir que nous avons évoqué à travers cette fameuse place des Trois Horloges. Il existe encore en effet quelques poignées, disons, de pieds noirs qui ont refusé de revenir en France, qui n'ont pas pris la nationalité algérienne, qui restent français, mais qui vivent ici à Alger. C'est eux que Gérard Sebag a rencontrés. Ah, parce que c'est pas lui qui est à la trêve. Oh, heureusement que vous avez dit. Un peu, qu'est-ce qu'il y a? C'est du trèfle. Oui, mais attends, j'ai peut-être Les derniers pieds noirs de Bab El Oued. Ils sont une vingtaine. Une fois par semaine, le samedi après-midi, ils se retrouvent pour un goûter dans cette salle. Ils ne sont pas les seuls pieds noirs vivant encore en Algérie au nombre de 2000, mais ce sont certainement ceux qui ont la condition la plus modeste, les plus touchants, les plus nostalgiques. Ils marquent bien la fin d'une époque. Alors attendez, hein, c'est une... tout ça vous passe, un clair de lune à Bab El Oued,
Tout ça vaut pas un aller-retour à belle cour, cour, cour. Tout ça vaut pas une croisière sur la vache. Tout ça vaut pas un arrêt à maison carrée, c'est la prison. Les pieds noirs en France, ils vont se tordre de rire. Et la fête, elle continue. Et puis voilà. Ah, la fête continue. Voilà. Et comment sont vos relations alors avec les Algériens? Bien, bien. Les grandes personnes, je n'ai rien à dire, ils sont très bien. Mais c'est plus la grande époque de Bab el-Oued. Ah, bien sûr. Oh là là. Il y a connu Bab el-Oued qui le voit maintenant, hein. Ça a changé, hein. C'est pas possible. Moi, personnellement, j'attends le gouvernement français. Comment ça vous attendez? Qui nous paye pour partir. Nous avons un appartement ici en copropriété, ainsi que beaucoup de Français qui sont en Algérie. On attend ça, le gouvernement français qui fait quelque chose pour nous. Alors là, vous venez taper le carton un petit peu avec monsieur le curé. Voilà, monsieur. Monsieur le curé, monsieur Gaëtan, mon ami Auguste, et voilà. Voilà pour cette évocation un petit peu nostalgique. Mais parlons du présent, de l'économie. Pour beaucoup, l'Algérie, c'est d'abord le pétrole. Or, ici, on sait bien que le pétrole n'est pas l'avenir. Pour la plupart des Algériens, dans 15 ans, le pétrole, c'est fini. Et on se tourne vers le gaz. Un reportage de Jean-Louis Calmejane et de Jean-Louis Chaporito. Cette ménagère française qui prépare une omelette a aujourd'hui une chance sur 12 de le faire à partir de gaz algérien. Dans 10 ans, elle aura une chance sur 2 de le faire à partir de ce même gaz. C'est du moins ce qu'espèrent les Algériens. En effet, l'Algérie joue aujourd'hui plus volontiers la carte du gaz que la carte du pétrole. Ce pétrole, celui d'Hassim Messaoud ici, réputé comme étant le plus riche du monde et que les Algériens n'hésitent pas à vendre au prix fort. Ce baril de pétrole est vendu 40 $ sur le marché, alors que le prix maximum fixé par l'OPEP est de 41 $. Mais les Algériens savent que ce pétrole ne sera pas éternel ici. Dans 15 à 20 ans, au rythme actuel des exportations, il n'y aura plus une seule goutte de pétrole dans le Sahara. Aussi vont-ils freiner leurs exportations de pétrole et accélérer leurs exportations de gaz. En effet, là, ils savent que le gaz existe en grande quantité. Les réserves sont 2,5 fois supérieures à celles du pétrole. C'est un changement dans la politique énergétique de l'Algérie, mais c'est aussi un véritable pari sur l'avenir. Ce pari, c'est l'objet d'une négociation qui dure depuis plus d'1 an entre la France et l'Algérie. Les Algériens veulent indexer le prix du gaz sur celui du pétrole. En clair, cela reviendrait à doubler le prix du gaz. La négociation dure toujours et risque de durer encore longtemps. Si cette négociation aboutissait dans le sens espéré par les Algériens, le paysage désormais classique de Hassim Messaoud, mais aussi celui de Assirmel, principale région productrice de gaz en Algérie, ce paysage risquerait de changer. Si la conjoncture devient beaucoup plus dure qu'avant, si on sera obligé dans quelques années ou dans quelques temps à vraiment récupérer de l'énergie, nous penserons peut-être à investir. Alors là, il faudra faire une balance économique, il faudra faire vraiment un choix pour essayer de récupérer le maximum de ce gaz. Et à partir de ce moment-là, vous aurez des torchères vraiment petites. En attendant, le pétrole et le gaz représentent aujourd'hui 90% des revenus de l'Algérie. Et c'est grâce à ces revenus que l'Algérie a développé en priorité son industrie. Exemple de ces développements, l'usine Sonelec de Sidi Bel Abbès. On y construit du matériel IFI. Usine modèle, nous dit-on ici, on y emploie beaucoup de femmes, mais usine certainement représentative de l'évolution industrielle de l'Algérie. En 1975, au moment de son achat à une firme américaine, 150 étrangers travaillaient ici. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3, mais pour quelques mois seulement. Le principe du contrat est simple. Fournir et fabriquer l'usine, mais aussi et surtout former les cadres, techniciens et ouvriers algériens jusqu'à ce qu'ils puissent eux-mêmes, sans aucune aide étrangère, fabriquer et sortir le produit. Un produit 100% algérien. À Sidi Bel Abbès, les résultats ont dépassé toute espérance. Et on a été très fiers de nous faire part de la dernière découverte mise au point à l'usine. Alors notre département semi-conducteur a réalisé ce petit panneau solaire expérimental.
Voilà, on va vous faire la démonstration. Oui. L'énergie lumineuse est convertie en énergie électrique. Et ceci s'est fait dans le cadre de la recherche des énergies nouvelles pour notre pays. Si le pétrole n'est pas éternel, le gaz ne le sera pas non plus. Il y a le nucléaire, bien sûr, mais on songe surtout ici au solaire, ressource inépuisable dans ce pays. C'était une émission spéciale sur l'Algérie d'aujourd'hui, présentée à Alger par Patrick Poivre d'Arvor et faite par une partie de la rédaction d'Antenne 2. Je vous rappelle la principale information de la soirée, tentative de coup d'État à Madrid, où des militaires d'extrême droite armés ont pénétré au Parlement et menacent directement les députés et les membres du gouvernement. Avez-vous d'autres précisions, Bernard? Oui, on sait que, par exemple, les chefs de la garde civile se trouvent actuellement réunis au Palace Hotel, qui est un grand hôtel situé exactement en face du Parlement, des Cortes. De nombreux effectifs de la garde civile occupent les abords de cet hôtel, où les chefs militaires attendent, apprend-on, des ordres du palais de la Zarzuela. La Zarzuela, c'est la résidence du roi Juan Carlos, située à une dizaine de kilomètres du centre de Madrid. En revanche, ce que l'on peut dire, d'après les informations que nous avons pu avoir à chaud il y a quelques minutes, cette révolte apparaît pour le moment comme un acte isolé. Aucune activité anormale n'est signalée ailleurs dans le pays. Les casernes sont calmes, sauf dans la région de Valence, où nous l'avons dit, le général Milán del Bosch a décrété l'état d'exception. Les mouvements de circulation sont tout à fait habituels dans la capitale espagnole et dans le reste de l'Espagne. Pour le moment, cela tend à rester un acte isolé. Je pense des précisions tout à l'heure, peut-être dans question de temps. Je vous remercie. Il est 20h36. Ce journal a été plus long que d'habitude. Je vous prie de nous excuser. Vous en connaissez maintenant la raison. Bernard vient de le dire. D'autres précisions seront données tout à l'heure, dans quelques minutes, par Louis Berriot, avant carte sur table. Et bien sûr, un point complet sur ce qui se passe à Madrid sera fait ce soir en fin de programme, vers 23h30, par Pierre Alain. Bonsoir.